bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Testa, auteure de best-sellers, conférencière, entrepreneur et co-animatrice de La France Bouge sur Europe 1. Cette optimiste convaincue a fait de son état d'esprit une marque de fabrique. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté cette invitation donc sur Développement Royal. Tu as un profil très particulier, donc je suis très heureux. En plus, j'ai pas souvent des femmes sur le podcast. Tu es à la fois auteure, conférencière et entrepreneur. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc j'ai l'habitude de commencer le podcast un peu avec le curriculum vitae, un peu les questions qui intéressent de savoir les gens, d'où tu viens, comment tout ça a démarré au plus loin, hein, côté même enfance. Quel âge tu as déjà au jour d'aujourd'hui ? 37. 37. Et tu viens de quelle région ? T'es native d'où ? Alors, je suis née à Paris, mais j'ai toujours vécu entre deux cultures, à savoir une culture assez parisienne et les pieds à la campagne en permanence parce que j'ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances finalement pas du tout avec des Parisiens, mais en Normandie. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes oncles et tantes aussi, et du coup, j'ai vraiment cette biculture en fait. Tu as toujours été rat des villes et rat des champs. Exactement, et avec cette sorte de de réalité très ancrée à la terre, in fine, et très éloignée quand tu regardes d'un quotidien de citadin. Et je me suis toujours plus définie comme une campagnarde que comme une citadine. Et quel a été du coup ton parcours scolaire ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Est-ce que tu étais très scolaire ou pas du tout ? Alors, moi, je me suis toujours trouvée un peu déphasée des systèmes et c'est seulement quand je me suis lancée en entrepreneuriat que j'ai compris. Quelqu'un m'avait dit, c'est généralement quand on est mauvais élève à l'école parce qu'on refuse la contrainte que généralement on fait un bon entrepreneur parce qu'on pense hors moule et hors système. J'ai été plutôt, pour autant une élève qui s'emmerdait profondément, mais plutôt d'une composition naturelle conciliante. Donc j'ai suivi ce que les copains faisaient, à peu de choses près, ce qui fait que j'ai été diplômée d'un bac. C'est qu'après, je me suis orientée vers de la chimie physique et je dis souvent, mais moi, j'étais la personne la plus maladroite au monde. Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire exploser un labo parce que foutre 5 gouttes ou 50, franchement, ça me perturbait pas. Et vraiment, enfin, comme quoi, on peut vraiment, on peut s'auto très mal orienter. Hein. Enfin, faut être très clair, parce que personne m'avait dit de faire de la chimie physique. Hein. J'avais juste entendu un truc chimie physique, c'est ça. Et au bout de 3 ans là-dedans, je me suis dit qu'en fait, un des grands enjeux de demain, ça allait être le développement durable. Et j'ai fait un des premiers masters dans le domaine à une époque où tout le monde me disait, mais ma pauvre Catherine, le développement durable, mais tout le monde s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé on va dire, à me réancrer par rapport à ma ligne de vie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et c'est surtout que là, que j'ai commencé à assumer des convictions que jusque-là, j'avais éteintes par conciliation, par rapport à ton moule éducationnel, par rapport à tes copains, etc., etc. La particularité qui te caractérise, puisque je ne l'ai pas dit dans l'introduction, c'est ta bonhomie et si je le prononce bien d'ailleurs, je ne sais pas, et ton optimisme en fait, un chevillé au corps, dont tu as fait d'ailleurs des livres et dont tu as fait ta marque de fabrique. Est-ce que c'était déjà quelque chose de très caractéristique chez toi quand tu étais jeune, justement, à l'adolescence et par la suite ? Du tout, du tout. J'étais hyper introvertie, comme je me sentais en décalage avec le système, je comprenais pas la façon de penser des gens, pour être très clair. Moi, j'avais toujours des passions un peu grotesques et un peu décalées, c'est-à-dire que bon, là, j'allais bien en cours de maths et en cours de physique, enfin, je faisais à peu de choses près le minimum viable, mais j'étais fan d'un groupe de musique, j'avais créé un site web pour le groupe de musique, je me suis passionnée après pour l'Andalousie, tu sais, des passions un peu successives, j'apprenais des langues, des instruments, enfin, j'étais complètement décalée et du coup j'étais pas du tout optimiste, hein. J'étais limite tu sais la petite boulotte dans son coin qui avait des copains, tu vois, qui s'en sortaient plutôt pas si mal mais qui n'avaient aucune passion pour l'école ni pour le système scolaire. Pourquoi je te disais ça?
C'était quoi ta question? Pardon. Non, je te demandais si tu étais déjà très optimiste, si, si ce Ah tempérament pardon. était déjà très Et du coup, développé à l'époque. et du coup, non, non, du coup, j'étais pas du tout optimiste à l'époque, hein. Au contraire, je comprenais pas, comme je comprenais pas les autres, je pouvais pas être optimiste, tu vois. Et en bossant, donc j'ai bossé pendant des années dans le développement durable, donc avant le premier Grenelle de l'environnement. Et du coup, je me disais, mais les gens se rendent pas compte des conséquences possibles, hein, parce que quand tu as lu les rapports du GIEC, bah, quand tu as 22, 23 ans, ben, voilà, tu sais les conséquences possibles. Et ensuite, j'ai bossé dans le digital et dans le marketing, et je me disais, en fait, c'est deux grandes révolutions, en fait, qui sont hyper importantes, et soit on en fait le meilleur, soit on en fait le pire. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'optimisme, c'était une posture mentale que toute personne devait avoir et devait s'imposer, parce que tout le monde avait le choix, en fait, de choisir son avenir. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire de l'optimisme mon leitmotiv, mais c'était pas du tout naturel, en fait. C'est presque un exercice intellectuel, en fait, aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est le développement durable. J'ai vaguement une idée de comment c'est employé ou utilisé dans les entreprises aujourd'hui et quels sont les créneaux de cette activité. Tu peux nous dire concrètement, toi qui as fait des années là-dedans, dans les entreprises pour lesquelles tu travaillais, en quoi ça consistait schématiquement? Et ben pendant très longtemps, le développement durable a été associé à l'environnement. Tu sais, pendant très longtemps, on a cru que c'était produire un peu plus éco, tu sais, un peu plus écolo. On a vu cette vague un peu bobo, tu vois, arriver en se disant, bah, on va manger des graines de quinoa, on va arrêter de bouffer de la viande et on est développement durable. Mais non, le développement durable, c'est pas du tout ça, en fait. Le développement durable, c'est la conciliation de l'environnement, de l'économie et du social, en fait. Et globalement, quand tu penses à un projet de développement durable, bah, tu es obligé de t'intéresser au développement des individus. Tu sais, toi, tu parles régulièrement de développement personnel, parce que pour aller au bout d'une idée intrapreneuriale ou dans une entreprise ou n'importe où, bah, il faut avoir une sorte de confiance en soi, évidemment. Donc ça rentre en fait aujourd'hui dans le grand scope du développement durable. Le développement durable, c'est avoir une vision systémique d'une entreprise, que ce soit dans son environnement global, en fait, ou avec ses salariés à l'intérieur. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était avoir une vision vraiment systémique d'un système. C'est aussi, je crois, une vision un peu défendue à l'époque, on va dire. Je vais faire une transition, mais par quelqu'un comme Nicolas Hulot, où on va dire que certains l'accusaient de faire de l'écologie avec une certaine forme par rapport à d'autres qui étaient plus, on va dire, la branche dure de l'écologie. Et lui il voulait faire en fait un consensus entre les contraintes économiques des entreprises et l'écologie. Bah, exactement. En fait, le truc, c'est que pendant très longtemps, le développement durable, ça avait un côté très écolo. Tu vois, moi, j'ai jamais été écolo, par exemple. Ça, pour Mhm. moi, c'était de la pure logique de se dire qu'une entreprise devait interagir avec les différents systèmes. Et en fait, enfin, pendant très longtemps, le développement durable a été vu comme on va brûler des champs parce qu'il y a des OGM ou des choses comme ça. Et c'est pas du tout ça, en fait. C'est que l'un et l'autre ne s'opposent pas. Le développement durable s'oppose pas au développement économique, ne s'oppose pas au développement de l'individu. Et c'est juste qu'en fait, on avait oublié, enfin, et l'entreprise, en fait, ne s'oppose pas à tout ça, et on avait oublié de concilier ces trois piliers que, tu vois, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer ce podcast en plein confinement. Bah, demain, a priori, je pense que le développement durable va chapeauter finalement notre société. Parce que c'est économie, sociale et environnementale, et c'est pas du tout que de l'environnement. Et après cette passage dans ces entreprises de développement durable, t'as été, tu disais, tu étais parti dans le marketing et dans le digital. Quel est Exactement. le lien, en fait, la continuité? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est que la société dans laquelle je travaillais, on créait des. En fait, je travaillais sur des réseaux. C'est-à-dire, j'avais fédéré tous les directeurs du développement durable, et l'entreprise jointe, en fait, à cette entreprise, elle avait fédéré tous les directeurs du marketing et de la communication. Et il faut savoir qu'à l'époque, je vivais entre Paris, New York, je voyageais sans arrêt en Chine. Enfin, écologiquement, c'était pas terrible, quoi. Mais bon, tout ça pour te Ton dire que ça me impact donnait carbone, ton ouais, impact non, carbone mais était c'était terrible, dramatique. tu vois. Et puis je me dédouanais en me disant, bah oui, mais au moins je fais avancer les entreprises sur le sujet, tu vois. Enfin, bon, bref, enfin, schizophrène, quoi. Chacun ses excuses. Ah, mais c'était la pire excuse, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. T'es obligé de l'assumer, et c'est pour ça que je le dis très, très ouvertement. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, que, bah, c'était trop tôt pour tout ce qui était développement durable. Du coup, qu'il fallait que je comprenne, en fait, comment le marketing, en fait, était en train d'influencer les gens. En fait, il fallait que je comprenne ce que c'était que la data, et on n'en parlait pas du tout à l'époque, hein. Tu vois, tout ce qui est vente pyramidale, etc., on n'en parlait pas du tout. Et du coup, il fallait que je décortique, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui influençait les comportements des gens.
Donc, je me suis, pareil, j'ai basculé dans vraiment marketing digital, enfin voilà, numérique et autres, pour comprendre en fait les grandes tendances de demain et pour savoir qu'est-ce qui manipulait presque les citoyens. Alors je le dis comme ça aujourd'hui, mais c'est hyper intéressant de comprendre les mécanismes de vente, etc., etc. Mais du coup, moi, j'ai tout décortiqué de toutes les grandes boîtes et je comprends parfaitement le marketing et ce qu'il y a derrière, du coup, maintenant. Et, et pour moi, c'était, tu vois, c'était deux enjeux majeurs qui, bah, finalement, à un moment donné, s'opposaient presque parce que bah, on poussait tout un tas de besoins à des gens. Et en parallèle, on leur disait de sauver la planète. Du coup, les gens devenaient schizophrènes presque. Hein, voilà, l'humain devient schizophrène à ce stade-là. Quand on lui dit sauver la planète, mais surtout consommer, la France est optimiste quand elle consomme. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, quand je dis ça. C'était Non, juste mais deux opinions. c'est compliqué, c'est compliqué de Tu mélanger vois, ces deux aspects super exactement. concrets. C'est Exactement, soit c'était blanc super mais soit noir en même temps, mais pas trop blanc mais pas exactement. trop noir par contre. Exactement, et je me disais, mais enfin, moi-même, je devenais schizophrène, tu vois, enfin, avec je voyage dans le monde entier parce que je kiffe voyager, mais du coup, il faut quand même sauver l'environnement parce que j'ai compris ce qu'il allait se passer. Voilà, tu vois le genre. Et à un moment donné, je me suis dit qu'en fait, c'était pas ça les vrais sujets en fait, que ça allait être deux grandes révolutions et ça me fait marrer aujourd'hui quand je les vois arriver l'une et l'autre, tu vois, c'est hyper intéressant parce que bah ouais, enfin ça je vous en parlais il y a 10 ans donc tout va bien. Et à un moment donné, je me suis dit en fait, on va se recentrer autour des gens, on va se recentrer autour de l'humain parce que de toute façon, c'est nous en fait, nous en tant qu'individus qui créons notre réalité et nous en tant qu'individus qui créons la société. Du coup, je suis redescendue des strates très comment dire groupe, tu vois, enfin très prise de hauteur pour revenir au centre de qui on est, nous, et qu'est-ce qui fait la société, à savoir nous-mêmes en fait. Bon, on a bien développé, on a fait une sacrée digression. J'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs du podcast. On va y revenir de toute façon parce que c'est des sujets qui sont intéressants et qui sont, on va dire, transverses avec les différents, comment dire, ton activité, ce que Oui, tu fais, etc. dans oui. l'entreprise. Quel âge tu as quand tu finis un peu tout ce déroulé en fait? Puis tu fais toute cette période de salarié post-études, en fait, ça t'amène de quel âge à 30 quel âge ans, pour resituer un petit peu 30 à ans? peu près Et 30 ans, ouais, 31. En fait, j'ai mis à peu près 2 ans, 3 ans à me décider à me lancer. Donc, les idées ont commencé de créer l'Optimiste, qui est un média qui vise à partager de l'actualité positive, entre autres. J'ai eu l'idée aux alentours de 2012 et j'ai vraiment tout quitté en 2015. Donc après j'avais 30, j'ai mis 3 bonnes années à quitter, donc à 30 ans, ouais. tu mets 3 ans en fait pour sauter le Oui. pas. Est-ce que c'est parce que tu as des doutes et pendant 3 ans tu pèses le pour et le contre tous les jours, tous les mois? Est-ce que c'est 3 ans parce que tu prépares le terrain pendant 3 ans pour switcher? Pour les gens qui ont envie de faire cette transition, ce voyage en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Pourquoi ça a mis 3 ans justement? Parce qu'on est très fort pour se trouver des bonnes excuses. C'est-à-dire que du coup, tu te dis: «Bah ouais, mais bon, j'ai un voyage prévu de 6 mois à New York, alors bon, je le ferai après New York, puis j'ai les vacances de prévues, puis, bah, tu as ta vie enfin voilà, de couple aussi, puis tu sais, on est très fort pour se trouver des excuses et moi, je préparais pas du tout la suite, en fait. Parce que mon ancien métier me passionnait. J'ai pas du tout fait un burn-out en claquant la porte. J'adorais, bosser, j'adorais mon ancienne boîte, j'adorais mon patron, j'adorais mes collègues et du coup, c'est très dur de quitter une zone de confort pour une zone d'inconfort. Donc c'était et en plus, ça me demandait beaucoup d'énergie mon ancien boulot. Donc j'arrivais pas à faire les deux en parallèle, j'arrivais pas à préparer la suite et c'était pas du tout que je doutais, c'était tout simplement que j'avais du mal à sauter le pas et à me dire je sais pas vers quoi je vais aller alors que je quitte quelque chose que j'aime. Tu vois. Par contre, j'avais cette intuition de me dire mais j'ai envie de je me rendais bien compte qu'il y avait besoin d'un peu de positif dans cette société. En 2015, on n'en parlait pas du tout de sciences du bonheur, etc. C'était pas du tout à la mode. Et je me disais, j'ai envie de le faire, tu vois. Mais j'osais pas parce que je me trouvais des fausses excuses. Non, c'était pas spécialement de la trouille. Hein. T'avais toujours une bonne raison de repousser. Et est-ce que tu te souviens s'il y a un élément particulier qui fait que tu te décides?
J'ai honte de le dire, tu sais, quand j'interviens avec les copains entrepreneurs, chacun a une belle histoire à raconter, mais moi c'est terrible, hein, ça paraît complètement débile. En fait, bah, tu sais, quand t'as quand même le truc qui te tient à la cheville et tu te dis, oh là là, je le ferai bien, je le ferai bien, je le ferai bien, bah, tu vois, ça commence quand même à monter, à germer, et puis un jour, je lis une citation sur Internet qui dit, si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Tu vois, ça paraît débile, hein, mais vraiment, mais c'est la réalité en fait. C'est aussi la question, c'est qu'un jour tu es prêt. Tu vois, un jour ton intuition prend le pas sur ton ego, sur ton intellectuel ou alors ton courage, t'appelles ça comme tu veux. Et je lis cette phrase, j'envoie un email, mais moi j'étais quasiment en pleurs en lui disant, en envoyant à mon boss, en disant faut qu'on se voit, faut vraiment que je parte, faut que je parte quoi. Mais avec beaucoup de tristesse. Enfin voilà, la plus grosse cuite de ma vie, ça a été le jour de mon départ de mon ancienne boîte. Enfin, tu vois, vraiment avec beaucoup de tristesse, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ça a été l'élément déclencheur, une citation sur Internet. Voilà. C'est... Il n'y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, hein. Le tout, c'est de prendre conscience et puis surtout d'oser sauter le pas. Est-ce que techniquement, d'un point de vue matériel, tu avais préparé ce passage? Est-ce que ça a été compliqué de faire ce passage? Ben, en fait, comme je m'y étais un peu préparée quand même indirectement, sans m'y préparer pour autant, j'avais des petits sous de côté. On va être clair que j'ai littéralement cramé sur les 2 premières années du lancement du projet. Je m'étais fixé une barrière, évidemment. Je m'étais dit que je voulais pas faire de prêt parce que moi, c'était du digital, donc ça ne demandait pas de prêt. Donc ça dépend des projets, évidemment. En me disant, bah, au pire, on va voir comment ça marche. En fait, et en me disant de toute façon, si ça marche pas, ça aura été une expérience et je retournerai dans un autre job. Donc, oui, ta variable d'ajustement, c'était de dire si ça mord pas, si ça marche pas, je retrouve un job équivalent par rapport à mes compétences qui se seront pas forcément dépréciées en 2 années seulement. Et ton épargne Exactement, devait te permettre d'être autosuffisante pendant cette durée. Tu avais fait un peu exactement. t'avais fait ton ratio de tes coûts dépenses mensuels et tu t'étais dit, voilà, cette épargne me permettra de tenir Même même pas, pas. même pas, je m'étais dit que j'allais voir le temps que je tenais, en fait. D'accord. Je suis pas du tout dans la perspective d'anticiper. Je suis beaucoup, beaucoup dans le lâcher prise sur certains sujets, sur d'autres un peu moins. Sur tout ce qui est sujet financier, je suis vraiment dans le lâcher prise et finalement, peut-être que c'est pour ça que du coup, ça m'en a pas posé des problèmes. Je me disais que de toute façon, ça allait me faire acquérir des compétences, que de créer un site web, que de rencontrer des gens. J'allais de toute façon augmenter mon niveau de compétences et du coup, bah, ma capacité d'hier n'allait pas être obsolète sur le marché, en fait. La seule chose qui est assez difficile quand on est en début de projet, c'est tous les gens qui te disent oh, mais si tu retrouves pas de taf, tu vois. Et là, il y avait plein de gens qui me C'est disaient mais clair. si tu retrouves pas de taf, et si enfin ouais, mais Comment t'avais tu quand même vas un bon faire? boulot, Comment tu- comment tu vas faire? Mais en fait, et tu vois, ce doute finalement qui n'est pas le tien, tu finis par l'avoir, tu vois. Alors que, enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un de plutôt vachement résilient. Du coup, n'importe quel boulot, je vais le prendre si j'ai besoin d'avoir des sous, tu vois. Enfin, du coup, je m'étais à un moment donné, bah, tu finis par douter de toi-même en disant, oh là là, si je retrouve pas de taf. Et puis à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis que bah, un taf, t'en auras toujours, même d'hôtesse de caisse, s'il faut devenir hôtesse de caisse, tu vois, c'est pas le problème en fait. La question, c'est pas est-ce qu'on va avoir un taf, c'est quel taf tu vas être prêt à prendre pour ton projet, C'est c'est- si besoin c'est est, si un, jamais c'est un ça ne point qui marche est pas. intéressant. Est-ce que on l'a pas abordé au préalable? Est-ce que dans ton environnement familial, s'il y avait déjà ce trait de ces profils-là, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui avaient créé des entreprises? Est-ce qu'il y avait déjà ce côté, de toute façon, on est insubmersible et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Est-ce que tu avais des gens dans ta famille, tes parents ou d'autres exemples? Pas du tout, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, j'avais à l'époque un copain entrepreneur. J'avais une personne dans l'intégralité de mon entourage qui était entrepreneur. Du coup, j'avais personne à qui me rallier. En fait, j'avais personne à qui me raccrocher. Souvent, on parle de qui sont tes influences. Bah, moi, j'en avais pas en fait. J'avais personne autour de moi. Mais comme j'avais bossé dans une petite boîte, je savais quand même comment finalement fonctionnait une entreprise. J'avais toute la rationalité de mes potes, ben, tu vois, qui avaient entre 30 et 35 à l'époque, qui eux étaient dans des carrières très linéaires, en train de monter des échelons les uns après les autres, qui comprenaient pas du tout ce que j'étais en train de faire, qui pensaient que je faisais ma crise de la trentaine, ma crise de sens, enfin, tu vois, qui voyaient ça avec un regard détaché. Et c'est hyper intéressant, c'est de voir que ben on est 4 ans, 5 ans après, les trois quarts ont eux aussi démissionné
condamnés parce que influencés par leurs copains, tu vois, finalement, tu te rends compte qu'à un instant T, les gens te jugent en te disant mais non, mais n'importe quoi, attention, tu sais pas de quoi demain va être fait, en plus, tu as de la chance d'avoir un CDI, machin. Et finalement, 5 ans après, ces mêmes gens, eux aussi, se sont barrés parce que eux aussi se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est aussi la notion de temporalité qui est hyper intéressante à voir. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, n'ayant pas autour de moi aucun entrepreneur, c'est qu'un jour, j'ai rencontré une bande d'entrepreneurs un peu par hasard qui se sont mis sur mon chemin de vie, en fait, et qui ont été vraiment un soutien incroyable, en fait. De gens qui m'ont dit, mais vas-y, essaie, au pire, ça marche. Et si ça marche pas, bah, nous, on sera toujours là. On sait ce que c'est d'entreprendre. Parce que quand on sait ce que c'est d'entreprendre, quand on sait les galères aussi, parfois, on juge jamais un nouvel entrepreneur, tu vois. On sait par quoi il va passer. C'est un point sur lequel je voulais revenir, là, je t'ai entendu dire, tu t'es senti jugé. Tu dirais que c'était un des aspects les plus difficiles, justement, quand tu t'es lancé, le regard des autres ou les commentaires de gens qui sont des proches, des amis, des soutiens, des gens vers qui, en fait, tu n'as pas forcément de défense ou de bouclier, parce que tu te prépares au jugement, on va dire, des autres, des extérieurs, mais le premier cercle, en fait, t'as pas forcément soutenu ou t'as soutenu quand même malgré ça? Du tout. Bah, en fait, en fait, j'ai eu la chance tu vois, quand j'ai bossé dans le développement durable, tout le monde me disait, on s'en fout. Dans le digital, pareil, hein. Moi, quand je bossais dans le digital, je me rappelle les grandes entreprises du luxe qui me disaient, mais pourquoi est-ce qu'on vendrait en ligne? C'est antinomique avec la notion même de luxe. Les gens viennent en magasin, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai toujours su qu'en fait, quand tu étais innovant, de toute façon, les autres te comprenaient pas, mais qu'ils allaient te comprendre avec 3 ou 4 années de retard. Tu vois. Et du coup, bah, finalement, qu'on me comprenne pas du tout. Et en plus, moi, je te parlais d'optimisme. Tu vois, parler d'optimisme en France, on paraît couillon souvent à parler d'optimisme. On se dit, mais c'est la bienheureuse naïve, etc., etc. Et puis moi, j'arrivais en leur disant, les mecs, j'ai compris les enjeux du développement durable et du digital. Vous pouvez pas me dire que je suis naïve, hein. Enfin, sinon, enfin, voilà, votre raisonnement, je vous le retourne sans problème, quoi. Et du coup, bah, fallait que je lutte en fait pour imposer un sujet déjà qui n'était pas du tout connu. Bah, quand les autres autour de... Et du coup, en fait, le fait que les autres doutent, ça te fait douter de toi-même, en fait. Et donc, c'est ça. Moi, c'est pas le regard des gens, parce que bah, finalement, j'ai toujours été en décalage, donc ça allait bien. C'était surtout le doute que eux me renvoyaient en me disant, mais ça va pas marcher, ça peut pas marcher en France, tu vois. Et Et c'était du coup, surtout ça t'a ça. fait douter. Bah ouais, même si finalement, bah, je pense que l'intuition était supérieure, bah, tu sais, quand t'as quelqu'un qui te dit mais ça va pas marcher ton truc, mais tu rêves, puis quel que soit le business que tu lances, un business en ligne de formation ou quoi que ce soit, en fait, tout le monde te dit mais comment tu veux que ça marche? Tiens, Non, ben non, mais ouais, mais c'est un point qui est intéressant, c'est que les gens ont parfois l'impression, quand je discute avec certains, que on doute pas. Mais je dis souvent, c'est pas qu'on doute pas, c'est qu'on doute peu, et souvent, c'est que la force de la conviction est supérieure à la force du doute, en fait. C'est exactement. elle qui l'emporte, en fait. C'est deux, donc je dirais deux, c'est la lumière et l'ombre qui s'affrontent, et en fait, c'est la lumière qui triomphe, si on voulait faire un peu de Star Wars. Mais c'est un peu. Exactement, et de toute façon, des doutes, tu vois, t'en auras toujours. Mm, mm. Enfin, moi, ça fait 5 ans, j'ai des employés, j'ai une entreprise, j'ai écrit des bouquins, je suis sur Europe 1, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux te dire que c'est pas mal finalement en si peu de temps. Bah, de temps en temps, je suis bardée de doutes en me disant, ça me fait chier, j'ai envie de retourner dans autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En me disant, t'en auras tout le temps, et c'est sain aussi. Parce que ben, quand tu doutes, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est toi-même qui réarrive à la conclusion que non, tu continues. Tu vois, c'est pas une conclusion qui t'a été imposée par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Sur la jeunesse du projet, en fait, moi j'ai lu Mmh. sur ton blog où tu disais que finalement c'est beaucoup les voyages et notamment enfin, le fait d'être en immersion dans d'autres cultures euh, où tu t'es aperçu que on avait quand même une tendance chez nos concitoyens et surtout en métropole, j'ai envie de dire, mais encore plus en métropole, à avoir un peu toujours le verre à Mmh. moitié vide, à avoir effectivement être plutôt pessimiste que optimiste. Ouais. Est-ce que c'est de là qu'est née l'envie de faire l'optimisme? Est-ce que tu as été converti à l'optimisme à l'étranger? Comment ça s'est passé la rencontre avec l'optimisme? Alors en fait, j'ai vraiment, bah, en vivant aux US, tu sais, tu as beaucoup alors c'est pareil, hein, pas de jugement de valeur, hein, tu as beaucoup un peu de gourous du développement personnel, de l'entrepreneuriat, et cetera, et cetera. Peut-être que c'est un peu trop, tu vois? Et en France, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que tu avais quasiment pas d'entrepreneurs un peu charismatiques. Et je me disais: «Mais pourtant l'optimisme, c'est le prérequis à toute action, qu'on a envie de se mettre en couple.
tu vois, quand tu connais le nombre de divorces, qu'on ait envie de se lancer dans un projet entrepreneurial, qu'on ait envie de changer de job, qu'on ait envie de se mettre à la peinture et de vendre ses toiles, il faut de l'optimisme, ou qu'on soit sportif. Et je me disais, en France, on est dans un pays un peu philosophe, ce qui est bien, hein, parce que ça nous donne du discernement intellectuel, et avec la critique très facile. On paraît beaucoup plus érudit à critiquer. Tu sais, quand tu arrives à un dîner en société, tu vas critiquer la crise écologique, sociétale, environnementale, politique. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu te lances dans un projet qui est un peu différent de tout le monde, les mecs vont te dire ah non non mais ça peut pas le faire. Ils vont tout de suite te critiquer parce qu'on paraît plus intelligent à la critique. Aux États-Unis, le philosophe, il n'a pas la voix sur le plateau TV. Celui qui a la voix sur le plateau TV, c'est le mec qui a entrepris, et même s'il s'est planté. Donc, C'est marrant, je suis obligé de faire et une parenthèse parce qu'un truc me vient à l'esprit, ça te fera sourire peut-être. J'ai revu récemment avec ma fille de 3 ans Ratatouille. Et dans Ratatouille, je sais pas si tu te souviens, il y a un, comment dire, il y a un critique culinaire et qui justement manie le verbe plus que la fourchette. Et justement, c'est un peu tout l'enjeu du film aussi, c'est que la critique est facile et l'art est difficile. Exactement. Et surtout, il y a quelque chose d'hyper intéressant. Tu parles de ta fille. Alors désolée, ça va encore faire une digression, je pense. Notre système éducatif français, tu sais, on te dit aux États-Unis, ils ont le culte de comment ça s'appelle, de l'échec, tu vois. Mais alors déjà, c'est pas que les États-Unis, c'est vraiment SF New York globalement, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, notre système éducationnel français, il nous a appris à être des exécutants. On est sorti d'une ère un peu post-tayloriste où on devait reconstruire la France, hein. Notre système éducatif, il date à peu de choses près de là, et on nous a gargarisé à tu vas répéter exactement ce que ce que tu sais, on va te donner un bon point. Tu vois, si jamais tu répètes bien. Et on a fait un peuple d'exécutants. Et je me suis rendu compte, en fait, à un moment donné, que tu as toutes les bonnes idées, que ce soit pour le digital ou que ce soit pour l'environnement, en l'occurrence, c'était des gens qui avaient réussi à s'affranchir d'être des simples exécutants, en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi le mot optimisme en expliquant aux gens, en fait, à partir du moment où vous avez de l'optimisme, vous avez forcément des talents. En fait, et c'est juste qu'il faut se dérouter un peu du système traditionnel pour aller inventer sa propre vie, et quel que soit en fait ce qu'on a envie de faire en fait, hein, et qu'on a envie d'être artiste, politicien ou j'en passe. Mais l'optimisme, c'est le prérequis en fait pour créer une vie à son image. Et pour en revenir donc du coup, on a effectivement fait tous les deux des digressions, mais les auditeurs sont habitués et commencent à pratiquer le personnage. Du coup, Pardon. comment ça s'appelle non, je parlais pour moi, hein, je parlais pas pour toi, c'est surtout, ils ont l'habitude. Au niveau de ta rencontre, alors, est-ce qu'il y avait vraiment un moment donné où tu as fait la rencontre de l'optimisme? Est-ce qu'il y avait justement, comme tu dis, dans ces coachs, dans ces personnages, tu parlais tout à l'heure d'influence, en fait, quand tu étais à l'étranger, est-ce qu'il y a eu un événement ou une série d'événements qui ont fini par te dire, ok, mais en fait, c'est ça dont j'ai besoin et c'est ça que j'ai envie d'importer, en fait? Pas spécialement en fait, mais je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas en France en fait. C'était surtout ça, je comprenais pas pourquoi en France on donnait pas l'envie aux gens d'agir. Et pourquoi on était un peuple, enfin surtout quand tu es à l'étranger, tu vois, moi je voyais que le négativisme de la France en fait, de l'extérieur, et je me disais mais je comprends pas pourquoi on nous donne pas les clés à nous, adultes en fait, pour aller au bout de nos rêves et de nos idées. Et c'est en voyant que personne le faisait quasiment, en voyant que personne ne mettait en avant les initiatives positives, que je l'ai fait, parce que très clairement, enfin moi je reviens toujours à cette histoire de développement durable, je me disais que c'était la société qui allait inventer, c'était nous en tant que citoyens qui allons créer notre société de demain en fait, et qu'elle allait plus être imposée par des grandes entreprises, et tu vois, enfin on n'est pas loin de basculer en fait là. Et est-ce que, j'insiste, hein, mais est-ce que toi qui vivais là-bas pendant des périodes assez longues, hein, tu me disais du coup plusieurs mois, Ouais, ouais. comment tu le ressentais en fait physiquement? Comment tu voyais ça? Et quelle était l'imprégnation au quotidien pour ceux d'entre nous qui n'avons pas vécu cette expérience comme ça d'expat, etc. Comment dans le quotidien l'optimisme apparaissait en fait? Tu croisais justement ça, c'était à la télé, c'était dans les émissions, c'était dans les bouquins Non, pas spécialement. En fait, le truc, ce qui était marrant, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis, tu vois, je me rappelle d'une des premières conversations avec mes collègues américains, donc, que je pilotais en plus, donc c'était un peu complexe, qui me disent, j'avais fait un tableur Excel, un truc débile, hein, enfin, j'avais mis des chiffres dans un tableur Excel, et ils m'avaient dit, ah, that's amazing, tu vois, c'est incroyable ce que tu as fait, tu vois. Je me suis dit qu'ils avaient ce culte enfin, tu faisais un truc débile. Enfin, au démarrage, je pensais qu'ils se foutaient vraiment de ma gueule, en fait. Et ils ont
enfin, en tout cas à New York, les New-Yorkais ont ce culte de c'est génial ce que tu fais et tout le monde presque est entrepreneur en plus, tu vois, en plus d'avoir, enfin, entrepreneur de sa propre boîte, même s'il travaille dans un grand groupe, tu vois, tout est mêlé à New York. Alors, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de l'illusion là-dedans, mais tu sais, tu vas dans une soirée, on commence, enfin, toutes les soirées sont à la fois perso et à la fois business presque, tu vois. Tout vraiment s'en mêle et avec enfin, ce truc un peu bizarre de ah, c'est génial ce que tu fais, tu vois. Alors, c'est peut-être très hypocrite, hein, mais je pense qu'il le croit. C'était ça qui était très paradoxal. Donc, c'est là que j'ai compris, en fait, que l'optimisme, en fait, était très prégnant à New York et pas du tout à Paris. En fait, que à Paris, le mec qui était entrepreneur, on le regardait comme le mouton un peu dissident, et qu'à New York, on le regardait comme le mec dans lequel on allait peut-être investir. Parce qu'il y a aux États-Unis quelque chose de très différent, c'est qu'on a une notion socioculturelle du temps qui est différente. C'est-à-dire que les États-Unis sont habitués à avoir créé des géants, en fait. Et du coup, quand tu t'appelles Carrefour et que tout d'un coup, tu fais un partenariat avec une toute petite boîte où ils sont trois, où ils s'appellent Instagram à l'époque, tu sais que demain, Instagram est peut-être 10 fois plus gros que toi, en fait. Et du coup, tu as une sorte d'humilité face au temps, ce qui fait que les échanges sont assez, on va dire, sont toujours bilatéraux. Tu vois, t'es jamais vu comme le petit mouton grinche, enfin, tu sais, le petit mouton noir qui s'en va du troupeau. T'es vu comme peut-être le petit mouton noir qui demain sera peut-être un géant, en fait. Et on se rend aux États-Unis, il y a une notion socioculturelle du temps qui est très différente en France, ben, globalement, un Carrefour qui papote avec un petit entrepreneur, il se dit ouais, c'est qu'un petit entrepreneur. Ben, il a oublié que demain, le petit entrepreneur, il a peut-être un business incroyable. D'accord, tu penses vraiment que globalement, enfin, alors c'est difficile de faire une généralité, mais qu'il y a effectivement un peu plus de considération des petits, pas forcément Oui. justement un regard, je vais pas dire méprisant, mais un peu rabaissant. Tu dirais que là-bas, le regard est beaucoup plus neutre en fait, beaucoup plus. Bah, le regard est plus neutre, mais ça, en fait, c'est très difficile de comparer de toute façon de culture parce qu'il faut pas oublier qu'on n'a pas la culture du CDI là-bas. Du coup, tout le monde rebondit régulièrement, Mm, en mm. fait. Tu vois, le fait, tu regardes un cas comme en ce moment avec comment ça s'appelle, avec le coronavirus qui est en train d'arriver, tout le monde est viré. Tu vois, en France, c'est l'État qui supporte. Mais du coup, le fait que les Américains aient l'habitude du jour au lendemain de changer de job, presque, bah, t'en as beaucoup qui entreprennent entre-temps. Et du coup, c'est normal, tu vois. C'est pas forcément plus, c'est pas plus normal d'être salarié que d'être Ouais. entrepreneur. Et en France, pour nous, c'est encore plus normal d'être salarié que d'être entrepreneur. Ça me fait penser effectivement que quelque chose qui me frappait beaucoup, qui me frappe beaucoup moins maintenant que je connais un peu effectivement d'autres horizons et d'autres cultures, c'est dans ces séries où tu vois souvent le gars il a un job en fait, par exemple de la fonction publique, et à côté les week-ends il a je sais pas une boîte dans le bâtiment quoi. Tu vois dans les séries et en fait tu dis mais c'est quoi son job en fait à lui, et en fait mais non mais c'est souvent comme ça. Et alors il y a aussi le pendant de ce truc là, j'avais lu que par exemple dans l'aviation et dans les vols intérieurs américains, il y a énormément de retard. Je ne sais pas si ça s'est amélioré ou pas, parce qu'en fait, tu as certains pilotes qui ont plusieurs jobs en fait, et du coup, ça engendre des retards parce qu'ils sont parfois à la bourre pour prendre le vol, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois? Et c'est pour ça que moi alors je suis pas du tout politique, ni économiste, ni rien, mais quand je vois le CDI en France, moi donc maintenant, ben, mes potes, ils sont passés de 30-35 à 35-40 globalement. Tu les vois, ils sont enfermés parce qu'ils ont pris le prêt et cetera et cetera. Ils ont peur de tout quitter, en fait, parce que c'est une sorte de mécanique qui s'est mis en place, la sécurité de l'emploi et c'est très dur, en fait, de quitter de la sécurité. Aux États-Unis, vu que de toute façon, tu sais que du jour au lendemain, tu peux être viré, bah, tu as un peu moins d'état d'âme à changer. Et du coup, c'est pour ça que tu as aussi peut-être plus d'entrepreneurs. Ta culture américaine aussi, très gamin, tu dis aux gens enfin, les gamins, tu sais, ils font beaucoup d'exposés à l'école, que nous, on fait pas, hein. Enfin, on en fait très peu, finalement. Et du coup, on a moins ce goût de, tu vois, enfin, j'imagine que tu as déjà dû le dire sur tes podcasts, tu vois, take a chance, au lieu de prendre un risque, tu vois. Tenter sa chance, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr, c'est toujours une question de point de vue. C'est ce que je mettais ce matin dans une publication sur Instagram par rapport au livre Voyez grand. En fait, c'est toujours une question de quel côté du prisme on se place. C'est ça, et qu'est-ce que ça veut dire voir grand? Tu vois, moi je connais des entrepreneurs qui ont des boîtes géantes que tout le monde connaît. Franchement, ils sont malheureux.
Et inversement, des tout petits qui font pas spécialement de pognon et qui sont très Non, heureux. non, tout à fait. Voir Donc, grand, c'est pas forcément, se définit pas forcément comme c'est un ça, grand succès ou qu'est-ce qu'un grand succès? Ça peut être un c'est succès ça. C'est personnel. Moi, on a, exactement. En fait, il faut. C'est pour ça que souvent, moi, je dis aux gens, faut d'abord chercher ses valeurs. En fait, qu'est-ce qui va te rendre heureux? Moi, ce qui me rend heureux, c'est différent de ce qui toi te rend heureux, ce qui est différent du voisin. Et en fait, il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire. Enfin, qu'est-ce qui nous rendrait heureux et vraiment bien l'établir pour pas se planter, en fait. Parce que, bah, finalement, avoir des sociétés, moi, tout le monde me dit, mais c'est génial, t'es une entrepreneuse, t'es sur Europe 1, enfin, et les copains d'Europe 1, c'est le fondateur du slip français de Blablacar, tu vois. Enfin, donc c'est quand même des bons entrepreneurs, les mecs, tu vois, et tout le monde me met au même niveau qu'eux, et moi tu te dis, mais non, moi c'est pas, moi je m'en tape en plus d'être entrepreneuse. Moi ce que j'aime c'est m'amuser, créer des nouveaux trucs en permanence, et c'est ça qui m'émule, tu vois. Et je m'en suis rendu tout compte à fait. ben, sur le parcours entrepreneurial que ce qui m'amuse c'est de créer. Tu vois, c'est même pas de réussir, c'est de créer, tu vois. Et puis dès que j'ai fini un truc qui réussit, je le remets de côté, je fais autre chose. Et quel est le business model de notre entreprise? Alors moi, j'ai une petite idée quand même, mais est-ce que tu peux nous expliquer toi comment? Alors j'ai un business model qui est atypique. Je pense que j'ai de la chance d'avoir un comptable qui s'est dit: «OK, elle est tarée, mais je pars avec elle». Nous à la base, on a un média, mais on a un média qui est suivi par 1 million de personnes. Alors tout le monde te dirait: «Bah, fais de l'affiliation, fais des ventes, scale des ventes de produits digitaux et cetera et cetera». Alors attends, 1 million d'abonnés, 1 million de personnes qui te follow tous les jours, hein, combien de visites bon, pour les métriques, hein, pour les gens qui connaissent un peu les métriques. Alors je refuse de regarder les métriques du site, en fait. Je les refuse littéralement. Chaque article du site, par contre, est lu entre 20 000 et 200 000 fois à peu près. Sur les followers, on est à 1 million de followers si tu sommes tous nos réseaux sociaux à peu près. À notre newsletter, chaque semaine, on a 400-500 personnes qui s'inscrivent chaque semaine, sachant qu'on n'a pas de pop-up, on n'offre pas de... Et je suis du marketing, donc je sais ce que je pourrais faire en plus. Hein. Donc, c'est-à-dire, je sais que je pourrais faire un e-book, etc., etc. Donc, toutes ces techniques marketing que je maîtrise bien, moi, je me dis, bah, je préfère en fait avoir des gens qui naturellement me donnent, comment ça s'appelle, leur email, et derrière, bah, un jour, ils achèteront peut-être un produit. Moi, je mise sur le très long terme, en fait. Je veux pas du tout de court terme. Le court terme m'intéresse pas. Donc, je me dis que j'ai une population de gens qui nous aiment et qu'on aime. Tu vois, pour moi, c'est ça que je suis en train de faire. 400-500 personnes, je sais même pas. Moi, je compare un peu avec les stats des autres médias parce que j'ai pas mal de copains dans des médias. Ils me disent que c'est beaucoup, hein, en fait, sans rien demander Ça d'avoir me 400. semble important, ouais, surtout sans Voilà, contrepartie, etc. Et ça semble. aucune contrepartie, c'est vraiment du natif, mais pour moi, c'est ça qui a le plus de valeur, tu vois, c'est vraiment le natif. Donc les articles lus entre 20 000 et 200 000 fois. Quel autre stade peut t'intéresser? J'ai pas les stats globales du site sur les visiteurs uniques, mais c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que bon, c'est pas très intéressant. Et du coup, je vends aucun produit en ligne. Enfin, je vends des goodies un peu positifs parce que ça me fait plaisir de créer des goodies positifs, tu vois. Faut être clair. Et du coup, donc, j'ai pas du tout mis de produits de formation en vente scalable ou quoi que ce soit. Je sais faire si un jour j'ai envie de faire, tu vois. Si j'en ai besoin, je le ferai. Mais je l'ai pas fait. Je m'amuse en fait. Mon enjeu, c'est vraiment de m'amuser. J'ai quelqu'un qui m'a un jour dit, et je l'ai toujours appliqué ce truc-là, le don est le meilleur retour sur investissement. Tu vois? Et je me rends compte aujourd'hui qu'effectivement, comme on fait que de donner aux gens, par exemple, dans une période compliquée comme aujourd'hui, nous, on n'a rien, on n'a aucun modèle payant. Et ben, les gens te le redonnent un jour. C'est-à-dire que le jour où ils ont besoin de commander quelque chose, où on est quand même on est Datadocker, organisme de formation quand même, mais pour des formations réelles, ben ils viennent faire appel à toi, tu vois, sans que tu les aies assaillis d'emails. Et nous, toutes nos demandes, notre business model, tu me le demandais, fonctionne sur des adhésions des entreprises parce qu'on travaille vraiment sur l'optimisme en entreprise, in fine. Donc, c'est ça qui nous fait rouler notre fonds de financement. Ben, les gens viennent naturellement quand ils ont besoin d'une conférence. Ben, vu qu'ils nous aiment bien, ils font appel à nous, etc., etc. Donc, j'ai un business model qui est hyper, qui n'existe pas, en fait. Globalement, j'ai inventé un business model. Ça fait marrer tous les financiers de la BPI. Enfin, tout le monde me regarde parce qu'ils se disent, mais comment c'est possible? Tu vois? En fait, on fonctionne, on donne.
tu vois. Si, moi je trouve qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, c'est que tu as un modèle, on va dire freemium pour les particuliers, et dans ces particuliers, il y a des gens qui travaillent ou des gens qui ont aussi des entreprises, et le modèle payant, c'est un modèle B2B en fait, où tu vas proposer effectivement. Exactement. Ouais. Mm. Ok. Exactement. En fait, moi, je me suis dit à un moment donné, le B2C, c'est la même chose que le B2B. Les gens restent des gens et moi, j'aime les gens. Je m'en fous qu'ils soient. Et donc, tout le monde me demande, mais comment ça se fait que tu connais les grands patrons des groupes, etc. Mais c'est parce que c'est juste des gens, en fait. On a oublié, en fait. Tu sais, on a posé des casquettes en se disant, ce mec-là est atteignable, est inatteignable, ou oh là là, il est incroyable. Bah ouais, mais moi, ça reste un mec qui a lu l'optimisme, qui a vu passer une citation. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du Tout coup, à fait. j'ai un peu j'ai enlevé toutes les casquettes aux gens et je parle à n'importe qui en fait, et d'un grand chanteur hyper connu de The Voice à un patron, à mon voisin en Normandie, pareil tout le monde, hein, je veux dire, voilà. Et c'est parce que mon intention, elle était très routée sur qu'est-ce que je fais, et je fais l'optimiste pour partager de l'information positive. C'est un truc qui est assez marrant. Je me rappelle d'avoir croisé David Ginola en fait dans un magasin, et tout le Ouais. monde était, tu vois, en transe, limite tremblant, etc. Moi, il était assis sur la même banquette que moi. C'était au Vieux Campeur à Paris, et en fait, je me suis Enfin, du coup, je suis pas allé l'emmerder non plus, et j'ai pas eu le sentiment, tu vois, enfin, je veux dire, c'est avant tout un homme comme un autre, quoi. C'est-à-dire, Exactement. par contre, ce qui peut faire plaisir, par contre, c'est parfois effectivement, c'est d'avoir des échanges avec des personnes qui ont effectivement vécu une expérience ou fait des choses. Je dis souvent, bon, il y a des personnages, il y a des gens comme ça que tu peux admirer ou dont le parcours de vie t'intéresse plus Ouais. que d'autres. Et ce que je te disais en off hein, sur ce podcast, c'est souvent un beau prétexte, le podcast, pour effectivement discuter, échanger avec des gens qui m'intéressent en fait. Donc ça, c'est cool. Bien sûr, mais en fait, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est notre système scolaire qui nous fait croire qu'il y a les bons élèves, c'est ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, etc. Et du coup, qu'on se dit que des gens sont inatteignables. Mais tu vois, moi, comme je prends les gens vraiment comme ils sont, moi, je me suis vue arriver dans des bureaux de grands patrons où ils ferment les deux portes avec les trois secrétaires en chienne de garde, enfin, et qui me disent, je me demande, ah, mais pourquoi vous m'avez fait venir? Et le mec, il me dit, j'aime bien ce que vous faites et puis j'en ai marre, personne me comprend. Il était à la tête d'un groupe immense, et en fait les gens sont tous vulnérables. On s'en rend pas compte, mais les gens sont tous vulnérables. Si parfois ils réussissent dans le business, bah, avec leur femme ça va pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec les chanteurs, c'est la même chose en fait. On met les gens sur un piédestal et en fait on oublie que c'est, comme tu dis, c'est un mec qui est assis sur un canapé, sur le même canapé que toi, au Vieux Campeur, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vachement intéressant parce que ça aide de toujours s'en rappeler. C'est vrai, ça permet aussi de relativiser sur ses propres réussites et sur ses propres échecs. Justement, parlant d'échecs, quelle a été la plus grosse galère, toi, dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été difficiles à surmonter? Ça va. Je Belle pense que transition. non, mais j'ai eu beaucoup d'indolence, en fait, dans la construction de ma boîte. En fait, le truc, c'est que si j'avais envisagé le fait d'avoir un système comptable, du coup, des juristes, des fiscalistes et des trucs comme ça, tu sais, je me serais pas du tout lancée. J'ai vraiment construit le truc étape par étape. Pour moi, le plus dur, et ça va te paraître, je pense, très, très curieux, ça a été de prendre un bail pour mes bureaux. Ça dépend du Je montant voulais ça dépend du prix du loyer, j'ai envie de te dire. Bah, c'était même pas tant ça. C'était, oh là là, en fait, ça devenait concret. Tu vois? Jusque-là, c'était une sorte d'expérimentation un peu marrante. Tu vois? Le premier salarié a été compliqué aussi à prendre, en me disant: «Oh là là, je suis plus que responsable de moi-même», tu vois? Je vais prendre la Tu responsabilité de t'engages. quelqu'un. Tu vois? Tu Voilà, avais l'engagement. voilà, cette notion d'engagement. Puis après, il y a eu le premier bureau. Puis nous, on a deux bureaux. On en a un à Paris, un à Bordeaux. Il y a eu le deuxième bureau. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui est le plus dur, parce que moi, je suis une éprise de liberté. Tu vois, comme j'adore monter des nouveaux projets, ben tu vois, finalement, quand ton projet toi-même grandit, où tu es obligé d'avoir des équipes, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, et ben ça a été très dur en fait de passer ces petites étapes-là. C'était même pas tant une question de budget, c'était une question d'engagement. Mais ça Ok. dépend de chacun, en fait, et c'est en ça que c'est marrant, tu vois? Tu en as qui vont te dire, bah, c'était, de vendre mes premiers trucs, et cetera. Nous, tout est venu très, très facilement, en fait. Donc, parce que je commençais à donner, puis tout d'un coup, quelqu'un m'a proposé de me payer pour faire une conférence. Bon, bah, je me suis mise à faire des conférences. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été beaucoup, beaucoup d'indolence et de lâcher prise, en fait.
Donc, dans le même état, dans le même esprit, en fait, est-ce que le fait d'être une femme chef d'entreprise et femme chef d'entreprise optimiste, ça a été une galère à un moment ou à un autre? Est-ce que tu t'es heurté peut-être à des préjugés quelconques ou pas du tout? Finalement, à partir du moment où t'avais déjà bon, ton vécu, ton expérience, etc., donc ça a peut-être été plus facile ou pas du tout? Comment ça s'est passé cet aspect-là? Alors justement, ça c'est une très bonne question. Tu vois, moi pendant très longtemps, je me suis dit anti-féministe. Je me suis dit, mais en fait, moi je suis l'égale d'un mec, tu vois. Mon cerveau, il est câblé. Enfin, tu vois, je comprenais pas en fait pourquoi on opposait nana et mec. Du coup, pendant très longtemps, j'ai pas du tout milité parce que finalement, quand tu es une nana entrepreneuse, ça peut presque te servir. Tu vois, parce qu'il y en a pas beaucoup, comme tu disais, et du coup, ça peut presque devenir un argument aujourd'hui, à l'inverse. Par contre, en fait, nous les nanas, moi je me rappelle de mes copains entrepreneurs qui me disaient, ah putain, on aurait fait le quart du dixième de ce que tu as fait, mais on serait déjà en train d'aller fanfaronner partout, et toi tu le dis même pas. Tu vois, c'est peut-être plus en ça que ça m'a joué des tours. Tu vois, en termes de communication, parce que moi je me dis toujours, bah ouais, mais moi j'ai le prochain cours en tête, du coup je me dis, bah ouais, ce qu'on a fait, c'est pas grand-chose en permanence. C'est une sorte de fausse humilité mal placée, je pense aussi, qui fait que bah, j'ai peut-être pas assez communiqué finalement sur le fait d'être à la tête d'une boîte parce que ça m'a tellement toujours paru pareil. Par contre, c'est une chose qui est certaine, c'est que je suis pas allée lever des fonds. Tu vois, régulièrement, j'ai des gens qui m'appellent pour me demander s'ils peuvent investir dans ma boîte. Tu sais, ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors que souvent, les mecs, ils ont envie d'aller lever des fonds pour grandir plus vite. Moi, c'est un peu, tu sais, je gère ma boîte comme je gère un porte-monnaie. J'ai des sous, je les dépense, je fais des nouvelles activités, je prends des gens. Enfin, tu vois, c'est peut-être en ça que ça me joue des tours comparé à une mentalité un peu plus masculine, mais moi, ça m'a jamais, vraiment jamais perturbée. Alors, on a bien fait le tour de ton activité. Elle est intrinsèquement liée aussi au développement personnel, en fait, et à une histoire de mentalité et comment dire, et de, comment dire, de bonne humeur et d'optimisme. Mais il y a une question que je me pose. Donc, tu disais tout au début du podcast que c'est vraiment un choix, c'est presque un travail sur soi. Enfin, c'est complètement un travail sur soi de devenir optimiste. Pour les gens qui ne le sont pas forcément, est-ce que tu peux donner un peu ta recette du travail de l'optimisme? Pouf, il y en aurait plein, plein, plein. Une chose est certaine, ça démarre par de la confiance en soi. C'est-à-dire que être optimiste, c'est savoir qu'on a possibilité d'agir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Une fois qu'on le sait et une fois qu'on accepte le temps long, c'est ça aussi le problème très souvent, c'est que si on essaie de faire un truc et que le lendemain ça n'a pas marché, on se dit oh là là, c'est naze, de toute façon je vais pas y arriver, et on se démotive et on revient dans l'ancien système. L'optimisme, c'est se dire qu'en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va peut-être servir dans 5 ans et que tout va bien. Tu vois que 5 ans à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. Moi, mon optimisme, je le cultive par mon entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, tu dois quand même faire le choix, hein, surtout quand tu es entrepreneur, quand ton énergie finalement est limitée. Tu dois la dédier à ton projet en plus de ta vie de famille, etc., etc. J'ai fait un tri dans mon entourage. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient pessimistes de nature, c'est terrible pour eux, hein, mais si je voyais que j'arrivais pas à les changer et qu'ils me plombaient mon énergie et le moral, et si je voyais qu'au bout d'un dîner, ben j'allais pas mieux, voilà, où je rentrais vide d'énergie, ben j'ai arrêté de les voir, tu vois. Et j'ai cultivé mon optimisme en allant chercher les bonnes nouvelles. Globalement, quand tu regardes la télé, on t'envoie que des mauvaises nouvelles, et moi, pour avoir bossé dans le digital, pour être sur des grands médias, en plus, je peux te dire c'est parce qu'on joue sur nos émotions. Donc j'ai appris à prendre du recul par rapport à à la temporalité, et par rapport à ce que les médias nous envoient, par rapport au temps, par rapport à l'entourage, et d'aller chercher, tous les jours, ce qui va bien. Une pensée négative se retient 5 fois plus qu'une pensée positive. Du coup, tout l'enjeu, c'est de contrebalancer, en fait, et en permanence, et à s'attacher aux petites choses, et à s'attacher à ce qu'on oublie souvent. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, tout ce qui est adaptation hédonique, c'est-à-dire que bah, au démarrage, tu es content d'avoir une bouteille d'eau, puis finalement, bah, la bouteille d'eau, ça ne te suffit pas, il te faut les 5 litres d'eau, puis les 10 litres, puis c'est la même chose avec des maisons, et du coup, tu es toujours dans une course à plus, et que tu oublies de valoriser ce que tu as déjà. Donc, c'est aller chercher aussi à valoriser bah, la chance qu'on peut avoir au quotidien. Plein de choses hyper intéressantes du coup sur la réponse à la question. Euh,
Donc moi, ce que je retiens, c'est oui, tu disais donc l'entourage comme on va dire comme méthode de travail de l'optimisme. L'entourage avant ça, tu disais aussi une forme de patience parce que le changement d'habitude, c'est-à-dire de devenir, prendre l'habitude d'être optimiste, hein, si on voulait dire que c'est une habitude, ça va s'acquérir et ça va prendre du temps. C'est pas quelqu'un de pessimiste et défaitiste va pas en 24 heures devenir un optimiste Ah, chevronné. mais Le choix du contenu, moi je dis souvent, il y a l'expression qui dit éteignez la télé, sauvez un cerveau. c'est ça. Euh, le choix effectivement de la matière que tu décides de. Souvent les gens, c'est marrant, sont assez attachés à travailler à l'aspect physique, par exemple, en soignant leur alimentation, etc. Mm, mm. Mais ils vont négliger ce qu'ils apportent en fait à leur esprit ou à leur cerveau. Donc là aussi, donc on partage la même idée, c'est-à-dire que le choix du contenu pour effectivement cultiver, améliorer, travailler comme on ferait ces exercices, travailler son optimisme en fait. Et bah oui, parce qu'on oublie que les sportifs, ils ont à côté un préparateur mental dont le seul but c'est de dire c'était un gagnant. Tiens, ils ont oublié ça. Non mais et c'est pour ça que je parlais vraiment tout à l'heure de l'entourage en fait. C'est que et parce que moi c'est ce qui a été déterminant en fait. Sinon j'aurais lâché au bout d'un moment. Ça a été c'est cette troupe d'entrepreneurs qui n'avaient pas de jugement par rapport à ce que tu faisais parce que de toute façon ils savaient que c'était galère, ils savaient que tu avais une chance de te planter comme tout le monde et ils étaient là. Vas-y, au pire ça marche. Tu vois, ce au pire ça marche qu'on m'a répété, je sais pas 50 fois par semaine à un moment donné, bah ça m'a fait tenir le cap en fait. Et c'est pour ça que l'entourage est infiniment précieux. Et le temps aussi, la notion au temps, ça fait plusieurs fois que je l'évoque. Voilà, moi, quand j'ai démarré l'optimisme, des gens me disaient, mais je comprends pas ce que tu fais. Ils sont revenus 5 ans après en me disant, bah putain, je comprenais pas ce que tu faisais à l'époque. Maintenant, je vois ce que c'est. Et je suis désolée de pas avoir misé dans ton entreprise à l'époque. Tu vois. Tout à fait. En termes d'organisation, j'ai vu la relecture de ton manuscrit dans différents desks du jour, bureaux du jour, dans différents endroits avec tes pages de feuilles et ton stylo. Pour quelqu'un qui vient du digital, ça m'interpelle. T'es pas complètement numérisé. Quels sont tes process de travail, d'organisation comment tu gères tout ça? Alors, alors il y a deux aspects. Ma boîte est complètement digitale. C'est-à-dire que tu vois, là, on est éparpillé aux quatre coins de la France, ça nous pose aucun problème parce que tout est digital. On n'a pas un seul truc qui est en réel. Moi, j'ai quand même besoin de me poser, en fait. Je suis une manuelle, en fait. C'est-à-dire que je suis une intello et si je suis une intello, bah, je réfléchis trop. Voilà. Et du coup, j'ai besoin de me poser. Et effectivement, l'écriture d'un livre, en fait, tu l'écris sur. C'est différent de proposer un produit numérique ou un produit papier, en fait. Et le produit papier qui est lui-même en librairie, faut le relire sur papier parce que t'as pas le même rendu. Tout simplement. Donc, je travaille beaucoup sur papier pour les livres. Donc là, tu vois, je suis sur le troisième. Je l'écris à la main. Enfin, je l'écris en digital, sinon je me fais défoncer par ma maison d'édition. Mais je travaille beaucoup en papier sur toutes les relectures. Et c'est très dur de relire un livre qui va sortir en papier, c'est dur. Parce qu'en digital, tu sais que tu vas pouvoir le modifier. Tu vois, en papier, une fois qu'il est dans les librairies, t'as pas le droit de revenir en arrière. Donc, je me suis astreinte, je me baladais avec des feuilles de papier. Et puis, c'est dur en plus de. Ben, je sais pas s'il y a des auteurs, en fait, parmi tous ceux qui t'écoutent, mais de gérer plusieurs métiers en même temps, c'est quand même pas facile. Donc, ça me permet de sectoriser aussi, de me dire bon bah là je suis aussi sur du papier, tu vois, c'est pas la même empreinte que d'être sur un ordinateur en permanence. Ça me permet aussi de savoir tu vois, ce que je fais à un instant T, parce que si je suis sur ordinateur, ne serait-ce que pour relire quelque chose, bah t'es sûr que j'ouvre 50 onglets quoi. Du coup, quel outil tu utilises au sein de la boîte pour arriver à organiser un peu le travail des équipes et travailler de façon comme ça, dispatchée aux quatre coins de la France? Alors, quasiment que des outils gratuits, Drive, qu'on a un peu sécurisé évidemment et on a demandé plus de capacité, voilà, pour mutualiser toutes les factures, etc., etc. Slack pour la communication. On se force à travailler par Slack. Aucun email. Nous, on a la politique du zéro mail en interne. On s'envoie jamais de mail. Jamais, jamais, jamais. Slack est très très bien organisé chez nous. Tu sais, on a tout un tas de channels. On a même un channel blague, un channel, un truc du jour inutile, un challenge compta. Enfin, on est très très bien organisé sur Slack. J'utilise Trello.
mais c'est un outil que j'utilisais moi-même avant, en fait, pour moi-même, tu sais, pour organiser du contenu. En termes de base de données, on utilise HubSpot. Là, c'est ce qui nous coûte probablement le plus cher parce que nos bases de données commencent à être gigantesques. Mais on utilise HubSpot. En envoi d'email, on les a à peu près tous utilisés, je pense, au fil de l'eau. Là, on est en train d'utiliser Sendingblue. Euh, et je pense que je t'ai dit les principaux outils, à moins que tu aies d'autres questions. Non, sur Drive ou sur du cloud, vous n'utilisez pas de Dropbox et vous avez Non. pu ne pas basculer sur une solution payante. Vous êtes resté sur un Drive Non, gratuit. Vous êtes on pas. paye quelques euros, mais c'est vraiment pas grand-chose de mémoire. Hein. Je sais pas, de mémoire, c'est pas cher, en fait. Tu vois, Oui, oui, non, non, c'est Drive, mais c'est au moins Drive Business, Ouais, je pense, si vous êtes c'est ça. plusieurs. Oui, oui. C'est ça, il y a un Ok. truc, mais c'est pas cher. Enfin, c'est tellement, enfin, tu vois, je le vois quasiment pas. Oui, c'est anecdotique. Ouais, Donc c'est j'imagine que anecdotique. Bah, HubSpot, effectivement, te coûte cher, ce quoi. qui nous coûte très très cher, c'est HubSpot et Sendinblue. Donc, mais Ok. pareil, hein, je les ai tous testés, Email Vision, Mailchimp, je les ai tous testés les uns après les autres. Ils ont tous leurs avantages et tous leurs inconvénients. Je sais pas si ça sert beaucoup d'aller, de chercher le meilleur du meilleur, parce que Non, un outil que j'apprécie beaucoup, sur lequel j'ai personnellement basculé, c'est Notion, que je peux te recommander, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs, qui est pour moi le plus abouti après Trello, Asana, etc., mais qui ne se destine pas effectivement, on va dire, dans une première approche. Je veux dire, pour Trello est tellement intuitif, en fait, pour moi, par rapport à d'autres outils. ouais. Mais c'est vrai que Notion est tellement plus fun, en fait, en termes de personnalisation, etc. Enfin, Ça fait quoi, Notion? Notion, ça fait tout en fait. C'est-à-dire que tu peux communiquer au sein de Notion, tu peux taguer. Tu vois Asana, tu vois Ah le nombre oui, de fonctionnalités d'Asana, c'est un oui, peu Asana, mais plus ouais. customisable. En fait, le projet de Notion, c'était de dire chaque cerveau est fait différemment et plutôt de fixer un cadre rigide. En fait, c'est de te laisser la possibilité de personnaliser, de customiser l'outil à ton image vraiment. Donc, c'est vraiment très très customisable et c'est vraiment très très sympa. Au niveau du livre, Sur les réseaux dis-moi. sociaux, Non, pardon. non, vas-y. Ouais, il y a aussi les réseaux sociaux, tu sais, Oui, la pour publication. programmer des Oui, publications. Donc, tu as Hootsuite, au-dessus. Hootsuite, je sais pas Oui, comment on dit Hootsuite. en français. Leur concurrent qu'on avait aussi essayé, je me rappelle plus du nom. Finalement, je programme très peu. La réalité, c'est qu'en fait, on se rend compte que les reach sont bien meilleurs quand on programme pas. Donc, même si c'est un peu moins régulier, on préfère faire à la mano, Ok. souvent, quand on arrive à le faire. Mais c'est parce qu'on est nombreux et qu'on peut, je veux dire, on est plusieurs. Donc maintenant, ça change un peu la donne comparé au démarrage. Au niveau du livre, tu écris sur quel logiciel, justement, pour les bouquins? Bah, Word. En fait, D'accord, t'es moi encore sous Office. ah ouais, ouais, je suis encore sous Office, et surtout, comme moi, je suis dans une maison d'édition. En fait, j'ai choisi ma maison d'édition, hein. J'avais plein de propositions. Tu te calibres un peu avec ta relectrice, en fait. Donc, je suis vraiment sous un Word tradi. Ok. Non, parce que bon, j'allais dire, t'es sous Drive, t'aurais pu être sous Google Doc. En fait, alors la réalité, c'est que moi, je déteste bosser sur Drive. C'est-à-dire que Drive est devenu un espace de stockage. C'est pas du tout. On travaille assez peu communautairement, sauf sur des projets bien précis. Tu vois, on en a un ou deux qui tournent vraiment sur Drive. Sinon, c'est vraiment juste un outil de stockage pour nous. Ok. Et du coup, vous n'avez pas pris Dropbox comme outil de stockage. Eh ben, écoute, non. Mais je pense que c'est une question d'habitude, en fait. C'est qu'on a commencé comme ça. Moi, je sais que j'ai un serveur dédié aussi à la maison. Tu sais, une sorte de sauvegarde, de serveur de Un sauvegarde. backup, ouais. Ah ouais, un backup. Mais en fait, je pense que c'est une question d'habitude. On a commencé comme ça et du coup, tu continues comme ça naturellement. D'accord. J'ai pas, de temps en temps, je sais que je partage des photos de vacances avec des copains sur Dropbox, mais je vois pas l'intérêt de balancer, de basculer en fait. Ouais, ça, on peut en discuter, mais moi, ce que j'apprécie chez Dropbox, c'est que c'est l'interconnectivité avec des services externes. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, lancer un PPT avec Zoom connecté à Dropbox. Tu vois, c'est l'intégration des services externes, en fait, par rapport au fait que Drive va avoir tendance à privilégier les softs maison. C'est vrai, et puis par exemple, moi je sais que mon comptable n'est pas du tout digitalisé. Et je sais qu'il y a beaucoup aussi de systèmes comptables, tu vois, comme tu parles avec les API qui marchent avec Dropbox. Moi, mon comptable, il envoie mes factures à la mano. Donc, je pense que ça joue aussi à partir du moment où tu veux vraiment optimiser. Mais en fait, la réalité, c'est que quand tu es petit, en fait, on cherche tout de suite l'hyper optimisation
je te garantis que tu peux tenir un bout de temps. Moi, je vois des grosses boîtes des boîtes de deux copains qui ont 200-300 personnes, ils sont encore sur Drive. Hein. Tu vois, à un moment donné, tu peux effectivement gagner des minutes, tu vois, si vraiment tu en as besoin. Mais C'est ouais, pas tant ça, c'est vraiment, moi j'avais le sentiment que, enfin, tout dépend du cœur de métier de l'activité, mais j'aime pas être dispersé, d'être sur du multi-outils, j'ai bien aimé, tu vois, centraliser, de passer sur Notion, même si ça, pour le coup, c'était vraiment de l'optimisation et qui était pas indispensable par rapport à Trello, tu vois, on va ouais, tout savoir, ouais. mais effectivement, j'ai basculé sur Notion, incité par un ami à moi, que je salue au passage, dont j'ai fait un épisode, qui est Stéphane, et c'est vraiment un outil qui. Aussi, il y a l'autre côté, si tu veux, que l'outil doit être fun et agréable quand Exactement. tu bosses souvent avec. Donc, Mm. Notion remplit complètement ces fonctionnalités-là. Ouais, Et ouais, pour Dropbox, c'est vraiment le fait de tout être dans un seul même espace. Et ce qui est cool aussi, c'est quand tu peux lancer justement du format texte comme le Google Drive, enfin le Google Doc, depuis Dropbox. Donc là, en fait, il y a en plus une synergie que je ne retrouvais pas avant. Et le truc qui me dépitait le plus, tu vois, je partage du coup des fichiers son, des oui, fichiers vidéo pour la vidéo, pour le YouTube, ouais, etc. Et c'est complètement, pour moi, imbuvable, enfin, je trouve, sur Drive, alors que sur Dropbox, globalement, ton fichier est natif, tu vois, il reste ouais. dans son format, c'est assez simple. C'est vrai, Je non, mais passe sur un sujet. Ouais, vas-y, ouais. dis-moi. Non, 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 réponds. mais Tu voulais c'est rebondir. non, 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 c'est une vraie bonne question et c'est vrai que nous, on mutualise. En fait, dans notre équipe, je pense que chacun a un peu son domaine et que du coup, les infos, elles passent par Slack en réalité. Notre outil du quotidien, c'est Slack. Trello, c'est vraiment quand on a besoin de s'organiser et c'est vrai que c'est emmerdant quand on a des fichiers à passer, on se les envoie en WeTransfer. Enfin, c'est relou, quoi. Donc, t'as raison. Mais c'est qu'on n'a pas, on n'a pas pris le temps d'explorer. Faut être clair. Il y a transfert inclus dans Dropbox. Ouais. Là, tu vois. Bon, j'arrête, on va Non, voir que t'as je suis raison, vous avez sponsor. pas non point à me dire On va Dropbox. voir, bientôt, je vais avoir une bannière publicitaire Dropbox, un spot publicitaire Dropbox sur le podcast. Euh, on va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, et à part tes livres, on n'avait dit pas d'autopromotion, mais on mettra les liens dans le descriptif, bien évidemment. Est-ce que tu as du contenu? Est-ce que tu as que ça soit des vidéos, des chaînes YouTube ou plus simplement aussi des livres que tu peux recommander aux auditeurs? Alors moi, le livre qui a changé ma vie, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que je recommande tout le temps aux gens. Pour moi, enfin, à recommander aux auditeurs, c'est la curiosité en fait. On est dans une société où on nous laisse pas le temps d'être curieux. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu es salarié, c'est très dur de quitter ta boîte pour te lancer dans autre chose parce que tu ne vois qu'un petit bout du spectre, en fait, des potentiels. Et c'est pour ça qu'un podcast comme le tien est hyper intéressant. Et de cultiver sa curiosité. Et sa curiosité, faut aller regarder le domaine de l'art. Tu vois, faut faire des transpositions d'un domaine à l'autre et cultiver sa curiosité. Je pense que c'est quelle que soit la façon de le faire en fait. Tu vois, que ce soit en parlant avec des gens différents, que ce soit en ne se laissant pas aller à son propre algorithme digital, parce que Internet qui est censé nous ouvrir sur la réalité nous enferme sur nous-mêmes parce que plus tu cliques sur un certain type d'article, plus Internet va te filer des articles comme ça parce que le but d'un média, c'est de filer des emplacements publicitaires. Du coup, bien se rendre compte de ça et aller travailler ses algorithmes à la fois digitaux et humains, je pense que c'est le meilleur conseil de tous les entrepreneurs. Et quand je vois autour de moi tous les entrepreneurs à gros succès, bah putain, c'est des mecs où ils sont capables de te parler du système éducatif, de l'environnement, de tout un tas de sujets parce qu'ils ont goûté à la curiosité et c'est comme ça qu'on arrive à faire des transpositions. Très bien. Eh bien, écoute, ça sera la conclusion de ce podcast. Soyez curieux et soyez optimistes alors. Exactement. Je te remercie beaucoup pour ton passage et puis j'espère avoir l'occasion de te retrouver pour peut-être développer d'autres choses en fonction des retours des auditeurs ou des idées qui nous viennent. Ah, je suis un peu désolée d'être partie dans tous les sens, mais c'est aussi pour montrer qu'un parcours, c'est pas linéaire. Tu vois, un parcours C'est qu'on vrai. peut construire en écrivant des livres, en étant en radio, en créant un projet web, un peu comme toi en fait. Tu vois, toi, tu as un parcours pluriel et il faut pas. Osons en fait, vraiment osons un parcours différent. Merci beaucoup Catherine. Je te dis à bientôt alors. À bientôt, Patrick. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes.
Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.